Alors bonjour à tous, je suis Marie, bienvenue ici sur ce très beau plateau. Nous allons présenter le premier podcast, les belles histoires des entreprises. Alors il faut savoir que moi j'adore rencontrer les gens, j'adore partager du temps avec eux, apprendre à les connaître, surtout les chefs d'entreprise. Et j'adore aussi justement les mettre en lumière, parler de ces belles histoires, parler de ces entreprises. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc je suis avec deux invités, Jérôme Cardona et Jean Numa. Merci d'être là, les garçons. Merci. Donc le but, ça va être de vous mettre en lumière. Vous allez nous raconter ce que vous faites, mais vous allez aussi nous raconter votre parcours, votre rencontre dans un réseau d'affaires. Et voilà, et tout ça en petit comité entre nous. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, les garçons ? Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, c'est Jérôme. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle du storytelling. C'est-à-dire que je mets en avant et j'écris les histoires d'entreprise. Donc, mettre en avant le chef d'entreprise et ceux qui sont derrière les entreprises, en mettant en avant leur mission, leur parcours, leurs valeurs, sur absolument tout support de communication. Voilà, en gros, ce que je fais. Donc, je passe beaucoup de temps avec eux. J'essaye de comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont leurs activités et surtout comment ils travaillent pour après le mettre vraiment en avant. Ok. Voilà, en gros à peu près. Alors le storytelling, moi je connais parce que je l'ai étudié à l'école en marketing, mais c'est pas très très répandu. Enfin, moi je rencontre beaucoup de gens depuis longtemps. Et t'es la première personne que j'entends dire je suis storyteller. C'est ça. Alors c'est extrêmement répandu outre-Manche, aux États-Unis, etc. En France, ça commence à l'être, mais c'est encore peu exploité. Et surtout pour les petites sociétés qui ne se rendent pas encore compte forcément de la valeur et de l'impact qu'on peut avoir grâce à des textes où c'est beaucoup plus narratif et ça crée une véritable connexion avec leurs clients. Ouais. Donc c'est à mettre en avant véritablement pour tout secteur et toute activité. Ok. Donc par exemple, tu vas pouvoir refondre une identité globale d'une entreprise, tu vas pouvoir les aider aussi sur la refonte de leur site internet. C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'objectif c'est de partir des personnes qui y travaillent, de créer tout un univers autour et tous les textes et toute la narration visuelle qu'il va y avoir par la suite, ça crée une identité complète et un univers propre à l'entreprise, donc du coup ça permet vraiment de se démarquer et de diffuser son message de manière claire et concise pour tout le monde. Ok. Super. Alors, ça fait combien de temps que tu fais ça et comment tu es venu à devenir storyteller ? Alors, ça fait maintenant 1 an et demi que je me suis lancé. Comment je suis arrivé à ça ? J'ai fait des études d'histoire et je me suis spécialisé en histoire d'entreprise. Et j'ai notamment étudié une entreprise qui a beaucoup communiqué sur leur histoire, sur leur parcours et qui a utilisé ça pendant de nombreuses années. Et j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai commencé à m'intéresser justement à cette diffusion-là et est-ce que les entreprises l'utilisaient actuellement. Et c'est là que je me suis aperçu qu'effectivement il y avait beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui misaient vraiment sur ça et qu'en France c'était pas encore trop développé. Alors je me suis dit pourquoi pas se lancer et amener et aider et accompagner ces entreprises justement à avoir le bon discours et à se présenter de manière un peu différente de ce qu'on peut avoir et donc c'est là que j'ai fait ta rencontre et que ça m'a permis de me lancer justement. Oui, mais tu racontes pas tout parce qu'avant ça tu as eu quand même un autre métier. Oui. Ah oui, on peut en parler, c'est pas... Alors j'ai travaillé dans la santé avant, donc je travaillais en tant qu'aide-soignant auprès de personnes en maladie d'Alzheimer. Donc j'ai travaillé pendant des années dans ce pôle-là et par la suite j'ai dû arrêter. Et c'est là que je me suis relancé dans cette idée d'écrire pour les entreprises, parce que j'adorais écrire et qu'il fallait que je trouve une activité qui me correspondait. Et donc, voilà okay. Comment je suis arrivé un petit peu à tout ça. Ok, super. Merci Jérôme. Merci. Vas-y, à toi Jean, raconte-nous. Raconte-nous ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un artiste contemporain plasticien. Donc, je suis venu à Perpignan, j'ai rejoint mon père ici, parce qu'il est catalan, il est né ici. Moi, j'ai grandi avec ma mère à Marrakech jusqu'à l'âge de 18 ans.
Donc, et comme je suis arrivé à Perpignan, j'avais beaucoup de temps et je me suis dit, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que ma vie d'avant, j'étais dans l'immobilier. Donc, j'ai créé pas mal de maisons avec mon père. On a dessiné pas mal de maisons à Marrakech. Et la dernière maison qu'on a fait, c'est la maison de Charles Aznavour. Et on a créé pas mal de jardins. Et en arrivant ici, j'ai dit, il faut que tu recommences comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, toujours tu as envie de faire de la peinture, pourquoi pas, créer. Et j'ai eu l'occasion de participer à un festival à Tanger, où j'ai eu le premier prix. Et à partir de là, les choses ne s'arrêtent pas. Et ça fait combien de temps, donc, du coup, que tu peins, Jean? Bah, de l'âge de 18 ans, donc j'ai 50, bah, ça fait 30 ans, 32 ans. Donc, vous savez, on est né artiste ou on ne l'est pas. Donc, ça a toujours existé. Et surtout, moi, je suis autodidacte, donc je n'ai pas fait le conservatoire. Tu te débrouilles par tes propres moyens, c'est ça? Voilà. Ok. Et tu as une galerie, on peut te retrouver au centre-ville? Aujourd'hui, j'ai eu de la chance parce que comme j'ai fait des grands formats, donc il fallait trouver un local plus grand. Et j'ai eu de la chance de trouver l'ancien magasin de Maretti François Gerbeau où j'ai acheté ce local. 21 rue de la Jonterie, en face de la Croix-Rouge, au centre-ville de Perpignan. Et ça permet à des gens qui s'intéressent à l'art de venir prendre rendez-vous pour une visite personnalisée, évidemment. Oui. Et parler autour de l'œuvre, autour de ce que j'ai fait. Autour de l'œuvre et autour de l'artiste aussi. Et oui. Donc, Alors, quand je dis podcast sur les belles histoires des réseaux d'affaires, donc les réseaux d'affaires, c'est des lieux, c'est des endroits, c'est des associations où les chefs d'entreprise se rencontrent pour pouvoir faire des partenariats, du business, etc. Alors vous, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés dans un réseau d'affaires? Quelle est votre rencontre en fait? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous allez nous raconter un peu cette histoire? On s'est rencontrés via toi. Oui, enquête de pro qui a permis la rencontre. Tu as organisé un petit déjeuner dans son atelier. Oui. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ouais. Et que la connexion est très bien passée au départ. Et voilà. Bon, c'est vrai que c'était une rencontre intéressante parce que j'ai rencontré des notaires, notre ami qui va écrire, on va faire un travail ensemble dans le futur proche. Et surtout, on a parlé de la défiscalisation à l'achat d'une œuvre par une entreprise pour aider les artistes dans la loi. Oui, on va en reparler tout à l'heure quand tu vas nous présenter le tableau. Effectivement, oui, cette rencontre-là, c'était lors d'un petit déjeuner. Effectivement, le thème, c'était la défiscalisation au service de l'art. Voilà. Et Enquête de pro, ça permet de parler de ce sujet qui n'est pas connu via les entreprises de la région. Les gens ne connaissent pas. Alors que dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, à Londres, en Australie, au Canada, comme tu rentres dans une entreprise, il y a des œuvres partout. Il y a partout. Ici, c'est rare. Oui, c'est méconnu, de tout le monde. Et alors, donc, du coup, vous avez fait connaissance lors de cette matinée. Et donc, si j'ai bien compris, il y a un projet encore qui peut se faire, qui peut être en cours. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, même si c'est le début? Eh bien, en définitive, le projet, il a une très très belle histoire. Et écrire son histoire, pour moi, ce serait quelque chose d'exceptionnel et surtout qu'il a un univers vraiment bien à lui. Donc l'amener et pouvoir le diffuser et que ça permette aussi de développer l'art contemporain, c'est un projet on en a discuté et c'est vrai que c'est une alchimie qui est bien passée. Et donc, arriver à aboutir à ce projet, ce sera une belle aventure. Le feeling est passé, donc on est d'accord sur les principes. Donc maintenant, il faut qu'on a le temps de mettre les choses en action. C'est ça. Et je pense qu'on a deux projets. Le premier projet, c'est d'écrire l'histoire. Et le deuxième projet, c'est de faire vraiment une monographie sur l'histoire et sur l'œuvre de l'artiste. Là, ce sera une vie intérieure, comment
comment arriver à ce point-là. Et après, ça sera vraiment quelque chose qu'on va laisser vraiment à l'histoire de l'art et à l'histoire de l'humanité, parce que l'art, c'est quelque chose de bon, c'est universel. Ça nous permet à tous de communiquer, de participer, d'aimer des choses qui sont comme ce tableau. Hein. Donc, c'est l'infini. Hein, donc, Ok. et c'est grâce à lui qu'il va mettre toutes ces choses enfouies en moi, en surface. Donc, Oui, c'est la force des réseaux finalement, c'est que chaque, alors je dis entreprise, mais chaque personne finalement, chaque chef d'entreprise ou artiste comme toi, Jean, on est tous spécialisés dans un domaine, dans notre domaine à nous. Et en fait, on peut pas tout faire, on sait pas tout faire. Donc cette rencontre est plutôt... heureusement, elle est presque un peu inattendue quand même, on s'y attendait pas. À la base, c'était vraiment une rencontre mais c'est ça la vie. Hein. Tous les jours, on avance. Tous les jours, l'humanité, l'homme moderne tel qu'il est, hein, donc on a avancé depuis 5000 ans, hein, donc même un peu plus loin. Tous les jours, on avance, mais chacun à sa façon, et on s'aide. Hein. Et c'est ça. Bon, voilà, donc, ça crée des connexions. Et là, aujourd'hui, il n'y a que de l'amour. Donc, vous voyez, moi, je me sens bien. Hein, donc, et c'est ça ce qui est important, c'est se sentir bien. Et en plus, raconter une histoire. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. Quand je définis ton travail, storyteller, c'est marrant, hein, c'est exactement ça, c'est raconter une histoire. Donc, c'est ça. Oui. Ça. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que le fait d'avoir ces connexions-là et de pouvoir les mettre en avant et raconter de belles histoires, c'est quand même quelque chose qui permet de diffuser et de permettre à tous aussi de connaître ce qu'il y a derrière, derrière un artiste ou derrière un chef d'entreprise et tout le travail qu'il y a derrière et sa vision, son parcours aussi, parce que souvent on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas le parcours des gens. Complètement. Et on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là. Et ça, je trouve que ça mérite d'être mis en lumière pour montrer qu'une réussite, ça engage beaucoup d'expérience, beaucoup d'échecs, beaucoup de parcours. Enfin, voilà. Et pouvoir utiliser l'écriture pour la diffuser, pour moi, c'est génial, quoi. Oui, donc, toi, tu t'en sers avec l'écriture. C'est vrai que moi, tout ce que tu dis, je me retrouve dedans parce que moi, j'adore prendre le temps. Je passe des heures aussi à écouter les chefs d'entreprise, leur histoire, à les voir où est-ce qu'ils sont, aller voir leurs équipes. Et c'est bien de l'emmagasiner pour soi, mais on a aussi envie de le crier à tout le monde. C'est ça. Voilà, quand il y a des belles histoires, voilà, Jean, il faut passer des heures avec toi pour comprendre ton histoire, pour s'imprégner de ton histoire. Et c'est aussi grâce à toi qu'on arrive aussi à aimer tes tableaux, à aimer tes toiles, à aimer ton art. Et pareil pour toi, hein, Jérôme, quand on dit storyteller, en fait, il faut vraiment du temps pour comprendre ce que c'est. Tu vois, avant d'être là sur le plateau, on a pris quelques temps pour discuter vraiment tous les trois de chacun de notre métier. Et Jean, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu discutais avec Jérôme, voilà, tu as appris encore plus sur son métier, sur ce qu'il faisait, quoi. Bah oui, parce que on ne peut pas connaître quelqu'un tout de suite. Il faut du temps. Oui. Donc il faut du temps et avec le temps, on rentre dans le personnage. Hein. Parce que c'est intéressant. Pour moi, il sera mon prochain tableau. Donc vous voyez, c'est ça ce qui c'est ça. Elle est victime. Tout le monde fait. Et oui. Non, mais il ne le sait pas. Et c'est ça ce désolé, hein, t'es embarqué dans un truc là, Jérôme. C'est ça ce qui est extraordinaire. Ça va nous permettre à encore promouvoir hein, et encore permettre à d'autres gens de connaître et d'accès à cette forme de création, à cette forme de liberté, à ce regard intérieur. Parce que moi, quand je peins, quand je commence à travailler sur un tableau, enfin, je le fais pour moi parce que ça me fait du bien. C'est un soulagement. Enfin, c'est la détente. Hein. Et c'est là où j'ai envie aussi de l'amener à cette détente parce que je le sens. Il y a des choses, parce que moi je vois. C'est comme ce tourbillon là dans mon tableau. Hein, donc, et c'est ça, il faut canaliser tout ça et trouver le juste, l'équilibre. Et ce qui va être bien dans ce projet-là, c'est qu'autant, Jean, tu vas vraiment être mis en lumière, l'artiste, l'histoire, mais le travail de Jérôme,
va être aussi, parce que c'est Jérôme qui va retranscrire tout ça. Donc c'est vraiment, ça va être un travail d'équipe finalement, même si ça va être ton œuvre, hein, Jean. Mais l'œuvre est partagée parce que. Mais oui, voilà, il y a une partie de partage avec Jérôme et qui va aussi être mis en lumière. On ne peut rien faire dans la vie tout seul, c'est pas possible. On a besoin d'être aidé. Et moi aujourd'hui, j'estime qu'avec Jérôme, je pense qu'on va rentrer dans l'histoire. C'est ça. Parce que on va laisser quelque chose. On va laisser quelque chose pour les bibliothèques, pour les associations, pour les fondations. Ce livre, si on le fait ensemble, il va être diffusé en Afrique, en Europe, en Asie. Ça va partir partout. C'est ça le but. De porter même au-delà de l'œuvre, mais notre région aussi, hein, de l'amener au-delà de toutes les frontières, d'amener au bout du monde. Ouais, jusqu'au Cambodge, Laos, tous ces coins, l'Inde, Jaipur, Udaipur, Agra, tous ces coins-là. C'est ça mon but, c'est de promouvoir vraiment, comme il a dit, d'aller le centre du monde. Cet endroit, c'est le centre du monde. Et bien, ce centre du monde, il faut que ce soit. C'est comme Guilfrid et le polluteur, comme il a dit, comme il est monté à l'abbaye de Saint-Martin au Canigou, il a vu, il a dit tout ce que je vois m'appartient. Mais cet partenariat avec Jérôme, j'aimerais bien que le regard, c'est à l'horizon, c'est à l'infini, et cette œuvre, il faut qu'il parte un peu partout. Un peu partout. Et puis ça mettra un petit peu de Perpignan et de Catalan dans le monde. Ça permettra de mettre la lumière sur notre département, qui est magnifique. Moi je suis heureux, c'est comme je me promène à la Côte-Vermeille, comme je vais à Collioure. Par exemple, j'ai fait un travail sur Collioure il y a 4-5 ans. Et comme Collioure, il vient d'être élu le meilleur village. Oui. Donc comme tu vas à Serré, il y a une histoire d'art là, très de contemporain et d'autres. C'est magnifique, on vit dans une région magnifique. C'est vraiment très beau, les gens ils sont d'une gentillesse. Moi, autour de moi, je rencontre que des gens sympas. Hein. Ils sont tous gentils avec moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tu attires les gens sympas, Jean. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a pas d'haine, il n'y a rien. Moi, ce que je veux, c'est créer, rencontrer, partager. C'est mon but. Mais c'est ça, c'est les rencontres et le partage. Et puis il a tout dit, c'est-à-dire que la diffusion aussi par la suite, c'est diffuser, exprimer, faire connaître. Parce que souvent, c'est pas c'est parce qu'on connaît pas. Donc si ça permet d'exprimer vraiment l'art, et d'autant plus le personnage que moi j'adore énormément, si je peux le mettre en avant par l'écrit et vraiment aller jusqu'au bout, ce sera quelque chose de génial. Même moi je vais prendre du plaisir aussi, je le sais déjà, quoi. Donc ça va être... ça va être quoi un plaisir, c'est sûr et certain. On va prendre le pied, hein, comme on dit. Je m'en réjouis et j'ai déjà hâte de voir l'avancée. On vous suivra, les garçons. Hein. Donc ça va être, franchement, ça va être magnifique. Je suis sûr à 110%. Hein. Donc oui, on va être dans le top 10. Parce que c'est un projet... C'est pour l'humanité, enfin. C'est pas pour soi, hein. C'est pas un truc égoïste. C'est vraiment partager quelque chose. Envoyer un message de l'amour. Hein, de l'amour. Surtout, moi, c'est important. Et quelque chose d'universel. Moi, comme je me promène dans un musée, la dernière fois, je suis allé à la Fondation Louis Vuitton et j'ai vu l'œuvre de Basquiat. Je voyageais. J'avais l'impression que j'étais à l'intérieur. C'est un moment. Et c'est ce moment-là que j'ai envie, moi aussi, de laisser. Que les gens vivent cette expérience au travers de tes œuvres. C'est que le début. Hein. C'est un début d'une ouverture d'un autre monde. Hein. Eh bien, écoute, ça fait peut-être un peu la transition. Ici, tu nous as gentiment apporté un tableau, une œuvre. Est-ce que tu veux, non, tu vas nous en parler un petit peu. Et puis, tu as pris quelques documentations, donc je te... je veux dire, ça c'est un travail que je fais à peu près il y a 5 ans sur l'art asiatique. Parce que je suis allé au Japon, j'ai aimé. Et en rentrant chez moi, j'ai fait hommage à ce pays. Et j'ai fait tout un travail. Et j'ai présenté ce travail à Paris
Et il me restait que celui-là. Donc, et comme j'ai une petite voiture, donc je suis le seul parce que sinon j'ai fait des grands formats. Hein. Là, en ce moment, je travaille sur Mondrian, sur les couleurs primaires. Et c'est difficile de parler de son travail parce que moi je suis dedans. Donc, je sais que souvent, quand je viens te voir, quand on discute ensemble, tu me parles de la colorimétrie. Je suis un coloriste. Voilà. Je suis un coloriste et j'invite les gens d'aller voir mon site internet, taper Jean Numaco. Et là, les gens ils vont rentrer dans mon univers parce que, la couleur, je la fais chanter. Enfin, j'adore la couleur. Et en ce moment, je travaille sur le blanc. En plus, c'est terrible. Parfois, je suis Ça change un petit peu de tes tableaux que tu as fait avant, le blanc. Ah ouais. Parce qu'avant, comme ce tableau-là, il y a toujours beaucoup de couleurs et encore, dans certains, tu as un rouge qui est bien prononcé, un bleu électrique. C'est parce que je travaille par période. Hein. Comment je suis, comment je me sens. Et de cette période, je fais une collection de 7 ans. Et tous les styles ils deviennent mon style. Enfin, je suis en train de revisiter complètement l'histoire de l'art contemporain, les 3 arts américains abstraits. Donc l'école de Tétouan, l'école de Paris et l'école américaine. Donc, dans ces périodes, pour un autodidacte, quelqu'un qui n'a jamais fait l'école, arrive à toucher à tous ces univers, tous ces univers, ils deviennent mon univers. Vous voyez, et je m'approprie les choses. Donc, maintenant, j'ai un style. Donc, comme on voit en table de Jean, elle dit c'est Jean. Donc, et c'est ça ce qui est beau. Donc, je ne sais pas quoi dire. Enfin, je n'arrive pas. C'est pour ça que je fais appel à Jérôme pour qu'il m'aide à mettre en place à 10 mots. Parce que moi, je n'ai pas les mots. Hein, enfin, mais c'est ce que je sais, c'est que de plus en plus, je suis chez des particuliers, chez des maisons, dans des associations. Là, j'ai fait un partenariat la dernière fois avec la Chambre de commerce. J'ai présenté un travail sur Guilfried et pour le mécénat, pour avoir plus de pouvoir, pour avoir un fonds de roulement pour financer des projets artistiques. Et ça fait 2 ans que je suis artiste coté. Alors voilà, c'est ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Montre-nous, dis-nous. Eh ben, un gros bouquin. Ça, c'est un bouquin, guide. Alors, attends, tiens, je vais montrer à la caméra. Voilà. Un peu, voilà. Donc ça, c'est un livre qui permet d'avoir une valeur. Alors, attends, je vais Enfin, ça permet Enfin, pour moi, c'est une reconnaissance, parce qu'être déjà parmi dans ce livre, c'est extraordinaire. Parce que ça date, je ne sais pas, de 18e jusqu'à aujourd'hui. Donc, guide d'art, cotation artistique. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment l'art, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, attends, regarde. Hop, tu as mis un marque-page. Voilà. On va aller voir et on va même le lire. Alors, Jean Numa, né au XXe siècle. Ouais. Alors, F, 5 000 €, 100 par 100 cm, à 10 000 €, 130 par 197 cm, 15 000 €. Favela, acrylique, 150 par 200, 2022. Donc là, je lis ce qui est écrit. Pour le commun des mortels, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Alors dis-nous. Ça veut dire que si tu vois, il y a des experts dans l'art qui m'ont fait appel, et ils ont appelé à moi. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez être dans ce dictionnaire? J'ai accepté. Et à ce moment-là, il y a une commission qui définit la valeur par rapport aux ventes que tu as fait et par rapport aux valeurs de ton travail. Aujourd'hui, pour les collectionneurs, pour les assurances, il y a une valeur à un travail. Donc cette valeur aujourd'hui, elle est de 10, 50. Donc ça veut dire le mètre carré, il vaut 5 000 €, quelle que soit l'œuvre. Et moi, je m'en fous de... Ça n'a rien à voir. Mais pour les gens qui ont une œuvre, demain, l'œuvre tombe par terre et se déchire, quelque chose comme ça, et ben là, tu donnes un certificat d'authenticité, une facture, et l'assurance rembourse la valeur de ce tableau. Il y a quelqu'un qui rentre chez toi et vole un tableau, eh ben, tu seras remboursé parce qu'il y a une expertise par des experts qui ont été agréés par des tribunaux d'instance et que chaque année, cette valeur peut remonter.
Oui. Donc, Et là, oui, elle a augmenté en début d'année. Tu te rappelles, 20%. le jour où on s'était vu, tu me dis, Marie, j'ai pris 20% de cotation. Je te l'annonce en direct. C'est énorme, c'est énorme. Il y avait une phrase faisant de l'argent en achetant de l'art. Quand tu achètes un tableau, l'argent d'or, la valeur remonte. Donc ça veut dire en fait que s'il y a quelqu'un qui t'a acheté un tableau il y a 5 ans, et ben aujourd'hui, si ce tableau a plus de valeur. Ouais. Là, ils ont fait un coefficient de 150, c'est énorme, c'est un truc de ouf. Super. Moi, ça me garantit parce qu'aujourd'hui, mon œuvre me coûte. Parce que financièrement, être artiste aujourd'hui, on ne gagne pas de l'argent. Hein. Donc moi, ça me coûte. Chaque fois que je prends un peu d'argent, je l'investis encore dans... J'ai beaucoup de rêves. J'ai envie de... Mon rêve, hein, c'est-à-dire mon projet pour 2027, c'est créer vraiment une maison comme Elisab, comme Élien Gray, comme tous ces grands architectes, et faire vraiment une œuvre majeure et les laisser par les départements. C'est vraiment une maison de A jusqu'à Z, avec le mobilier, avec les fauteuils, avec le mur, avec tout, complète, hein, clé en main. Hein. Un truc qu'on laisse ici pour les départements de Roussillon. Et là, tu vois, pour rebondir avec toi, Jérôme, déjà rien que sur... mais rien que sur ça, voilà, il y a sacrément C'est ça, c'est ce qui me plaît aussi, c'est des choses à dire. L'univers. Et mettre des mots, parce qu'il a très bien dit en fait. Moi, là où c'est que je me régale, c'est que je permets à mettre des mots et à créer un univers par rapport à ce qu'on m'explique. Et c'est pour ça que j'ai hâte de commencer, parce qu'effectivement, rien que de l'entendre parler, ça donne déjà plein d'idées, plein de façons d'amener les choses. Mais ce qu'il ne le sait pas, c'est parce que ça, c'est le début d'un métier. Mais ça ne va pas s'arrêter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que moi, je veux faire les mêmes choses que Star, comme je dis. J'ai envie d'aller encore plus loin. Comme Le Corbusier, comme j'étais à la Fondation Maison du Maroc à Paris, où j'étais dans l'atelier, vraiment dans Le Corbusier, à la Fondation là, l'atelier. Et là, je me promenais et je me suis dit, waouh! C'est quelque chose de beau, hein, la cité universitaire à Paris, où tu as 45 pays, chacun présente son mode de vie, sa façon d'être, son bien. Et ça, c'est extraordinaire. J'invite tout le monde à aller visiter cet endroit, c'est vraiment magique. Et de là, j'ai envie de prendre d'autres dimensions. Oui, aujourd'hui, j'ai les pieds sur terre, oui, j'entends, mais j'ai envie d'aller plus loin, encore plus loin. Et toi, Jérôme, alors pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, pour des chefs d'entreprise, est-ce que tu peux nous donner un exemple, 2 ou 3 exemples concrets de comment est-ce que tu peux les aider, alors sans dévoiler tes projets peut-être que tu as en ce moment, mais une entreprise, je ne sais pas, dans le bâtiment, ou une entreprise... Tiens, on peut donner cet exemple dans le bâtiment, par exemple, parce qu'il y a plein de choses à faire, par exemple. Il y a par exemple la description d'un brevet technique, c'est-à-dire que pour les appels à projets, etc., on doit décrire une entreprise et souvent la description elle reste très classique et manque de personnalité. Mais là, ça permet vraiment de s'approprier son brevet et de faire une présentation qui ressemble à l'entreprise et aux valeurs qu'elle veut diffuser, pour créer une histoire. Donc l'objectif c'est vraiment de créer des connexions émotionnelles et qu'on fasse rentrer les gens et que les gens connaissent pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on vend ou qu'on produit. Parce que souvent en tant que chef d'entreprise, on écrit forcément dans les mémoires techniques, sur le site internet. C'est ça. Mais on n'a pas le même recul que tu peux avoir, on n'a pas la même approche. Parce que souvent, l'approche, elle est qu'un chef d'entreprise pense que s'il va parler de lui, il sera égoïste ou il sera trop autocentré. Chacun a son métier. Hein. Voilà. Donc chacun a son métier. Là, la prise de recul, c'est que moi, j'arrive à diffuser leur message et à les mettre en valeur sans qu'ils se sentent trop axés sur eux. Et donc l'approche est totalement différente. Et puis c'est toujours plus simple quand c'est quelqu'un qui exprime pour soi. Oui. Donc c'est ce que j'essaye de mettre en place avec les chefs d'entreprise et souvent ils sont très satisfaits parce que j'arrive à me mettre en valeur sans qu'il y ait toute la lumière sur eux. Donc tu parles de brevet,
par Oui. exemple. On peut parler aussi de mémoire technique. C'est ça. Les mémoires techniques, quand par exemple, on peut répondre à un appel d'offres, Oui, par c'est exemple. ça. Les sites internet. Il y a les sites internet. Donc les qui sommes-nous. Il y a les qui sommes-nous et ça peut aller même après au-delà, c'est-à-dire refondre complètement pour créer l'univers jusqu'au bout, puisque le qui sommes-nous c'est la base. C'est-à-dire que ça c'est le socle de base et après à partir de là refonder tout. Ça peut être sur des brochures, sur du flyer, sur des réseaux. Et les réseaux sociaux, des posts LinkedIn, C'est des ça. posts Instagram, et après, c'est pas forcément que sur l'histoire de l'entreprise, ça peut être sur un produit par exemple, C'est ça. un service. En définitive, l'objectif, c'est vraiment de diffuser le message, par exemple pour un produit ou un service, c'est-à-dire pourquoi on va l'utiliser, de quelle manière, tous ces éléments-là, puisque en définitive, le service, on ne va pas être le seul à le proposer, mais comment on le propose et la manière qu'on a d'interagir, etc., ben ça, c'est ce que cherchent les clients en fait. Donc mettre en avant ça et mettre cette valeur-là, ça a beaucoup plus d'impact. Donc c'est vraiment créer du contenu narratif et amener une histoire. Et après on peut même le mettre en vidéo aussi, par le biais d'un script, etc. Donc il y a vraiment, le champ des possibles est quand même assez vaste et assez grand. Et soit on reste axé sur l'activité, mais on peut aussi utiliser une thématique qui est totalement différente pour pouvoir permettre aussi aux personnes de comprendre certains éléments, parce que des fois c'est très technique et on ne comprend pas. Là, ça permet d'expliquer plus facilement et de faire comprendre aussi plus facilement ce qu'on propose. Ok. Merci. Avec plaisir. Jean, oui. Jean, je voudrais qu'on revienne sur la défiscalisation. Ouais. Que tu nous en parles un petit peu plus, parce que c'est vrai que moi on en entend parler de la défiscalisation, mais on ne sait pas les particuliers, les entreprises, les nuances, les subtilités. Alors, tu n'es pas obligé de rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être que ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent d'en apprendre un petit peu plus. Bah, c'est très simple. La défiscalisation, quand vous achetez une œuvre pour un artiste vivant, comme moi, la loi il court jusqu'au fin 2025. Après, il va être prolongé. Enfin, ça permet aux entreprises de défiscaliser. Acheter une œuvre jusqu'à hauteur, je crois, 65% sur 4-5 ans, ou par le leasing. Leasing, oui. Ça rentre complètement dans le charge, et là, c'est 100%. Et ça rentre dans le patrimoine de l'entreprise. Au lieu de donner cet argent à l'État, l'État a permis aux entreprises d'acheter des œuvres pour promouvoir les artistes vivants, quels que soient, qui font des bijouteries, qui font des tableaux autres. Et ça permet aussi à l'artiste de survivre, de travailler, de créer, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème de financement. On a un problème. Par exemple, moi, je n'ai jamais demandé l'aide à personne jusqu'à aujourd'hui. Aucune forme d'aide. Alors qu'il y en a des milliers. Il y a des milliers, des milliers, des milliers. Moi, j'estime que je suis artiste, je ne suis pas à faire... Peut-être ça viendra un jour, on fera d'autres projets avec d'autres personnes. Mais ça permet à... Vous voyez, tout à l'heure, comme je rentrais ici, dans cet endroit magnifique, ben, j'ai vu un mur vide. Ouais. C'est un message pour Nicolas, si tu nous écoutes. J'ai vu un mur vide. Et là, j'ai dit, là, je me vois un diptyque, 2 sur 2, 2 sur 2. Non, tu as dit un triptyque. Oui, oui, un triptyque de 2 mètres sur 2 mètres, ça fait 6 mètres. Comme tu rentres par cette porte, ça te frappe. Et ça permet aux salariés d'avoir ce mur blanc, de voyager un peu. Chacun voyage. Alors, tu dis les salariés, est-ce qu'il y a des conditions pour avoir ces... comment dire... zut, j'ai plus... cette défiscalisation, pardon, je cherchais mon mot. Il faut que cette œuvre, pendant 5 ans, tu me dis si je me trouve, elle soit mise... accessible, voilà, accessible au niveau visuel. On peut la prêter à tout le monde, autant aux salariés qu'au public. Mais on peut la prêter à la ville, on peut la prêter à une association, on peut la prêter à un musée, on peut la prêter.
le champ, il est large. Hein. Donc ça peut être dans une salle d'attente, dans un bureau, dans une salle de réunion. Une entreprise peut l'acheter, peut la prêter à n'importe qui. Enfin, juste, il faut que ce soit accessible. En cas où il y a quelqu'un qui sait qu'il y a une œuvre de gens dans ce coin, hein, il vient et il a le droit d'accès à cette œuvre pour l'avoir. C'est normal, ce qui est normal. Et pour les particuliers, ça n'existe pas pour la DIFISC encore. Ça va se mettre, je pense, à partir de 2025. Tu vois, je croyais que ça existait, d'accord. Ouais, c'est que pour les entreprises qui sont imposées sur le BIC. Je sais pas. Ok. Bon, de toute façon, si on a besoin de plus d'informations, vous allez sur .gouv, achat d'une œuvre pour la défiscalisation, et là, il y a tous les détails, toutes les explications. Et sinon, je vous invite à venir sur mon site. En bas de mon site, tout est bien expliqué. Super. Alors, juste pour terminer, les garçons, parce que le thème, c'est quand même les belles histoires des réseaux d'affaires. Est-ce que vous faites partie de plusieurs réseaux d'affaires ? Alors moi oui, je fais partie de plusieurs réseaux, divers et variés, avec des fonctionnements différents. Et ça me permet de rencontrer... voilà, qu'est-ce que ça t'apporte Ça me permet de rencontrer énormément de monde, surtout dans un temps réduit. Donc ça permet, c'est aussi des connexions. Alors des fois c'est beaucoup de personnes, des fois c'est un petit comité. Le petit comité a ses avantages, ça permet de parler beaucoup plus librement et beaucoup plus longuement. Après, les grands rendez-vous, on rencontre beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de discuter avec tout le monde. Mais c'est ultra nécessaire, surtout comme moi, par exemple, qui me suis lancé sans véritablement de réseau au départ. D'avoir eu les bonnes rencontres m'a permis de me développer aussi beaucoup plus rapidement, parce que ça permet des connexions. Et du bouche à oreille qui est nécessaire, surtout quand on débute, et d'autant plus quand c'est une activité qui est très peu connue. Tout à fait. Donc c'est quelque chose que je conseille pour toute personne qui vient de se lancer ou pas, mais surtout pour les personnes avec des nouvelles activités, d'aller, même pour des invitations, d'aller rencontrer aussi les personnes qui gèrent ces réseaux, qui permettent d'être mis en avant et qui font confiance aussi pour, comme toi, quand on s'est rencontrés, et qui permet aussi de prendre confiance beaucoup plus rapidement. Oui. Donc ça, je tenais à te remercier pour ça. Merci. Merci, Laurent. Alors, et toi, Jean ? Toi, Jean, je sais que tu aimes faire la fête un petit peu. Moi, j'adore faire la fête. Est-ce que tu vas dans les réseaux, tu sais, ces réseaux traditionnels, oui, des réunions? Oui, j'y vais depuis longtemps, et surtout pour l'année 2025, parce que maintenant, maintenant je suis dans la deuxième phase. 2025, ce sera une année de la promotion, d'aller rencontrer les gens et surtout promouvoir l'art pour les entreprises, parce que c'est là où il y a les chefs d'entreprise, c'est là où il y a toutes les gens de la création. C'est vrai que je suis allé à une dizaine de clubs d'affaires ici. Là, je suis contacté hier par un nouveau de plus et de plus en plus. Donc, ça sera comme ça. Donc, oui, okay. C'est primordial. Et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement ? L'amour déjà, la rencontre. Oui, la confiance. Entendre parler des autres, ça me fait voyager. Vous savez, moi, je suis artiste, mais mes œuvres sont à l'extérieur. Même avec un chef d'entreprise, comme je lui parle, je me l'approprie. Voilà, il ne le sait pas, mais je prends des choses que lui, il ne sent pas, mais moi non plus, mais ça vient. C'est comme des petites portes qui s'ouvrent. Et oui, par exemple, grâce à toi, ça m'a permis aussi de rencontrer pas mal de gens de d'autres univers que je ne connais pas. Enfin, ça nous met en lumière ces raisons. Parce qu'on ne peut pas te faire tout seul. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Et quand vous entendez une histoire d'un écrivain, d'un poète ou d'un chef d'entreprise qui est dans l'énergie solaire ou je sais pas... ça te permet de voir et d'entendre autre chose et d'ouvrir des portes. Et moi, ça me fait voyager. Et aujourd'hui, j'ai besoin on dirait que c'est un deuxième personnage. Vous savez, les artistes, on dit souvent, ils ont plusieurs personnalités. Oui, plusieurs facettes. Plusieurs facettes, c'est bipolaire. Hein. Donc, cette partie de ma vie, elle est enrichissante parce que ça me permet d'asseoir complètement mon œuvre. Dans le sens large. Hein?
voyez, comme je suis allé dans une grande entreprise. Hier, j'ai vu une œuvre d'une amie à moi. Et comme j'ai vu cette œuvre qui fait 6 mètres sur 2 mètres derrière son dos, ça te fait je sais pas, ça te fait voyager. Et ben là, c'est ces rencontres aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec les entreprises, avec les clubs d'affaires. Un jour, il y en a un ou un autre qui va te dire, Jean, viens dans mon nouvelle entreprise, j'aimerais bien, là, je viens de faire 3000 mètres carrés. Rends-moi cet endroit plus gai, plus beau. Vous voyez? Et c'est là où mon travail vient. Et c'est là où le travail aussi de notre ami vient pour écrire des petits mots, encadrer des petites phrases. Vous voyez, on a une dizaine de lignes, ça suffit. Mais ça veut te dire, ça, je ne sais pas le faire. C'est pas moi, je ne sais pas le faire. J'ai notre regard. Et ce regard, je le partage. Et aujourd'hui, grâce aux entreprises, des départements, regarde, vous voyez là, c'est une exposition que j'ai faite à la Chambre de commerce. Et ça a été vraiment de encore parler de moi pour que il faut donner un coup de main aux artistes de la région. Et Laurent Gosse, par exemple, la dernière fois, comme j'ai parlé avec lui, il m'a dit oui, viens, on fera une exposition. Il a ouvert la Chambre de commerce, le Grand Palais. Enfin, c'était extraordinaire de faire un événement dans cet endroit magnifique. Il y avait un monde fou. Et ça a été un échange avec beaucoup de monde, des gens que je ne connais pas. Enfin, vous voyez, c'est ça te donne l'accès à d'autres gens, à d'autres personnages. Et c'est tout ce qu'on fait, on avance ensemble. C'est donnant. Merci les garçons. Alors pour conclure, c'est vrai qu'il existe beaucoup de réseaux. Que ce soit dans le département, mais aussi en France, les réseaux d'affaires, ça devient de plus en plus important. Il en existe aujourd'hui plus de 10 000 en France, c'est pour vous dire, sous système associatif le plus couramment. Et un chef d'entreprise sur 4 fait partie d'un réseau d'affaires. Et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, c'est primordial. En plus, un réseau, ça ne se fait pas tout de suite en claquant des doigts. Il faut être régulier. Et puis, c'est pas parce qu'on a rencontré une personne une fois que cette personne va se rappeler de nous. Donc, c'est vrai que les réseaux sont une force pour ça. C'est qu'on va rencontrer une personne une fois, 2 fois, 3 fois. Et grâce à ce réseau, on va pouvoir créer un lien avec ces personnes-là. Donc, chaque réseau a sa place. Chaque réseau, comme tu le disais, Jérôme, a ses particularités. Et ce qui fait qu'on est tous complémentaires. Et pour la plupart des chefs d'entreprise, ils font partie de plusieurs réseaux où ils trouvent leur compte dans chacun des groupes. Donc voilà, je voulais vous remercier. Merci. Je suis fière pour ce premier podcast de vous avoir. Vous êtes hyper complémentaires, donc c'est assez cool. Merci Jean, tu sais que je voulais que tu sois là pour la première. Moi, j'étais flatté, merci à toi. Non. Et tout ce que tu fais pour notre région, pour surtout le Roussillon, l'oriental chez nous, ici à Perpignan, ça nous permet de voyager et de rencontrer d'autres mondes. Merci. Et à Jérôme aussi. Oui, Jérôme, qui dit Jean, dit Jérôme. Là, je ne pouvais pas, il n'y a pas, les belles histoires, il y en aura d'autres, bien sûr. Effectivement, j'espère que ce podcast va aller audio et vidéo va aller au-delà des Pyrénées-Orientales, parce que le but, c'est de promouvoir les réseaux, de promouvoir les entreprises locales, mais chacun peut travailler avec la France entière et même au-delà. Le monde. Exactement. Le monde. Moi, c'est l'infini. L'information, il n'y a pas de, faut pas, c'est partout, dans les 5 continents. Bon voilà, très bien. Peut-être qu'un jour, il faudra mettre des sous-titres en anglais des podcasts, les belles histoires des réseaux d'affaires. Je nous le souhaite. Je voulais aussi remercier l'équipe de Nicolas. Merci à la réalisation, merci pour le plateau, merci pour les locaux, merci pour l'accueil. J'espère que j'oublie personne. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et à très vite.